Bon, mes chers amis, chers camarades, tout d'abord, je vous remercie d'être venus dès ce matin assister à cette 9e journée de synthèse nationale, cette journée nationaliste et identitaire qui, depuis 2007 maintenant, est organisée régulièrement à l'automne et qui, avec le temps, a fini par devenir finalement le rendez-vous de rentrée des forces nationalistes et identitaires et patriotiques. Nous allons commencer cette journée par une première table ronde qui sera animé par notre ami Robert Spiller, que vous connaissez tous, qui est un ancien député et qui est aussi chroniqueur au journal Rivarol. Robert donc animera cette table ronde donc sur le thème « Un autre monde est possible ». Interviendront au cours de ce moment Philippe Randa, qui est éditeur, écrivain, et qui fait régulièrement partie du bistrot Liberté de TV Liberté, et que vous connaissez tous pour la plupart, je pense, depuis le temps, qui vous vend des livres. Ensuite, on passera la parole à Jean-Claude Rollinat. Jean-Claude Rollinat, qui est aussi écrivain, qui a publié plusieurs livres aux éditions Les Bouquins de Synthèse Nationale, en particulier une biographie du professeur Salazar le regretté, un livre sur Mandela, qui n'est pas regretté pour sa part, et enfin, récemment, au mois de mars dernier, un numéro des cahiers d'histoire du nationalisme consacré au maréchal Mannerheim. Le maréchal Mannerheim étant, comme chacun sait, le chef de la Finlande nationaliste dans les années 40 et qui a amené la vie dure à l'armée soviétique. Après Jean-Claude Rollinat, eh bien, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, il était déjà venu il y a 2 ans, notre ami Gabriele Adinolfi. Gabriele Adinolfi, qui est le président de l'Institut Polaris, qui vient spécialement de Rome pour être parmi nous aujourd'hui. L'Institut Polaris étant une organisation qui a inspiré, je crois, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui a inspiré un certain nombre d'initiatives en Italie et en particulier qui a collaboré au lancement d'un mouvement que vous connaissez, le mouvement Casa Pound. Et enfin, il était prévu pour cet après-midi, mais on a été obligé de faire un petit changement dans l'organisation de la journée. Donc, en fin de matinée, Karl Lang, président du Parti de la France, qui devait intervenir cet après-midi, mais qui finalement interviendra ce matin et qui sera remplacé cet après-midi par Pierre Cassin, qui est le président de Riposte Laïque. Donc, Karl Lang nous parlera. Voilà, mes amis, pour ce qui est de l'emploi du temps de cette matinée. Je vais vous donner un certain nombre d'informations sur Synthèse Nationale. Synthèse Nationale va sortir très prochainement son numéro 41, avec un petit peu de retard, comme toujours, c'est souvent le cas, mais que je sais que nos abonnés sont patients et indulgents, donc ne vous inquiétez pas, le numéro 41 va sortir d'ici très peu de temps. Il devait aussi sortir, mais il y a eu un petit peu de retard là aussi, un numéro hors série consacré à cette magnifique journée qui a eu lieu le 6 juin dernier à Poitiers, qui était ce qui s'est appelé les rencontres Charles Martel. Les rencontres Charles Martel qui ont été une très belle réussite. Vous allez recevoir très prochainement, il y a beaucoup de gens qui l'ont commandé, alors rassurez-vous, ça va arriver ça aussi. Vous allez recevoir très prochainement un numéro hors série de Synthèse Nationale, donc consacré aux rencontres Charles Martel de Poitiers, qui ont eu lieu le 6 juin dernier et qui a vraiment été une très belle réussite, et ça on en reparlera, je pense, cet après-midi. Je vous annonce aussi la parution d'un double CD. Je vous présente les derniers produits, je présente nos produits, c'est normal. Un double CD que nous avons consacré à Léon Degrelle, qui est en fait un entretien plus exactement avec Léon Degrelle. Vu le succès qui a été celui du numéro 1 des cahiers d'histoire du nationalisme, qui est sorti il y a 1 an et demi et qui a été un énorme succès. Pour vous donner une information, on a eu la chance de recevoir vendredi un abonnement de la Sorbonne. Donc c'est une consécration pour nous d'avoir la Sorbonne qui s'abonne au cahier d'histoire du nationalisme, et en demandant les numéros qui étaient passés, dont le numéro sur Degrelle. Voilà. Et justement, à propos des cahiers d'histoire du nationalisme, je vous annonce aussi la parution du dernier numéro, le numéro 7, consacré à la croix celtique que nous devons à Thierry Bouzard. Thierry Bouzard, journaliste au Journal Présent, qui est aussi un écrivain qui a écrit un certain nombre de livres sur la musique et la chanson, considérant que la chanson est un élément important pour le combat.
Enfin, une dernière petite chose. Je vous le disais tout à l'heure, l'an prochain, Synthèse Nationale aura 10 ans. En 10 ans, nous avons essayé d'occuper le terrain, nous avons essayé de remplir la mission que nous nous étions fixée au moment de la création de l'association et de la revue, à savoir redonner à la droite nationaliste et identitaire une dynamique et lui redonner une aide à son combat. Tout ça, nous l'avons fait à très peu, avec peu de moyens, et finalement, je vois que vous êtes nombreux à être fidèles ici, à venir fréquemment, à nous avoir suivis dans toutes nos réunions, dans tout ce que nous avons fait. Nous avons, mais ça on en reparlera aussi un petit peu cet après-midi, j'en reparlerai un petit peu cet après-midi, mais nous avons décidé de lancer une association des Amis de Synthèse Nationale pour soutenir notre action. Alors tous ceux qui veulent adhérer à l'association des Amis de Synthèse Nationale, ils sont les bienvenus. C'est pas un parti politique, c'est pas un mouvement, c'est pas une concurrence aux quelconques associations qui existent, mais c'est une association qui servira à la fois de réservoir militant, parce que pour réaliser une réunion comme aujourd'hui, ça a quand même mobilisé pendant presque un mois une vingtaine de militants. Ça ne paraît pas, ne serait-ce que pour installer les banderoles, faire les envois d'invitations, préparer, enfin tout le travail que vous connaissez tous, puisque la plupart d'entre vous sont ou ont été militants. Donc on a besoin aussi d'être soutenus, donc on a besoin que beaucoup d'entre vous adhèrent à l'association des Amis de Synthèse Nationale. Donc vous trouverez des tracts et des bulletins d'abonnement sur le stand de Synthèse Nationale qui est à l'entrée. Maintenant, je vais laisser la parole à Robert Spiller, qui va maintenant animer cette première table ronde. Je vous remercie. Merci Roland. Oui, le thème de cette journée est « Un autre monde est-il possible ?» Alors j'aimerais plutôt que de commettre des discours, j'aimerais que nous puissions dialoguer, tous les 5, autour de cette question. Et j'ai envie de poser la première question à laquelle j'invite chacun des intervenants à répondre. Nous connaissons tous, évidemment, la situation tragique que vit aujourd'hui la France et l'Europe. Alors, question, que faire? Je pose la question que posait Lénine dans son fameux livre, que faire? Que faire? La situation est-elle redressable? Ou sommes-nous dans une spirale que j'ai évoquée dans Rivarol en faisant le compte-rendu du dernier livre de Michel de Gégère, La fin de l'Empire romain d'Occident? On connaît aussi la parole, je crois, de Paul Valéry. Nous savons aujourd'hui que les civilisations sont mortelles. Alors, question, notre civilisation est-elle en train de mourir? Et que faire? Alors, Karl, veux-tu répondre? Oui, alors écoutez, évidemment, je pense que nous sommes tous ici très conscients de la situation délicate, voire dramatique de notre pays, face à un monde en pleine ébullition. Et puisque le thème est le thème « Un autre monde est possible », il faut peut-être rappeler tout d'abord quels sont les défis qui se présentent devant nous, qui sont considérables. Il y a tout d'abord un défi, je veux dire un défi démographique, qui est tout simple. La population de la France aujourd'hui représente moins de 1% de la population mondiale. Un monde de 7 milliards d'habitants qui deviendra 10 milliards d'habitants a priori à la fin du siècle. La population de l'ensemble des pays de ce qu'on appelle l'Union européenne représente 8 à 9% de la population mondiale. Et à la fin du siècle représentera 5% de la population mondiale. C'est donc tout d'abord ce défi qu'il faut relever, sachant que la démographie, les réalités démographiques imposent la loi du nombre dans l'organisation du monde. Donc relever le défi démographique. Et puis il y a un deuxième défi qui me paraît important, c'est le défi de la mondialisation, le défi de la globalisation économique. C'est une donnée. L'effondrement de l'Union soviétique, la fin du bloc de l'Est, a ouvert l'ensemble du monde à ce qu'on appelle le libéralisme économique, en tous les cas à faciliter la globalisation commerciale. Donc nous devons relever ce défi de la globalisation commerciale, qui est une donnée objective. On ne peut pas considérer que le monde va fonctionner comme nous le rêvons,
mais à partir des réalités. Et donc il faudra mettre la France et les entreprises françaises et l'économie française en situation de relever le défi de la globalisation. Lié à la question de la mondialisation se pose la question aussi du mondialisme, qui est une idéologie. Nous allons devoir relever le défi du mondialisme politique, c'est-à-dire l'organisation d'un monde monopolaire, unipolaire, autour d'une superpuissance qui est en l'occurrence, il faut le constater, dans cette logique de la République universelle qu'ils veulent nous imposer, du nouvel ordre mondial qu'ils veulent nous imposer, autour de la puissance des États-Unis d'Amérique. Donc nous devrons relever ce défi-là. Est-ce que nous entendons devenir des vassaux d'un nouvel ordre mondial ou pas? La réponse nationale, c'est non. Défi démographique, défi de la globalisation, défi de la mondialisation, défi du mondialisme, et puis défi de l'identité nationale et européenne. L'ensemble des peuples d'Europe vont devoir relever ce défi de savoir s'ils acceptent ou non de transformer leur héritage, leur mémoire, leur histoire, leur passé, leur identité en une sorte de magma composé exclusivement non plus de nationaux mais de citoyens, et dans une sorte de système de population européenne qui aurait remplacé les peuples. Nous sommes un peuple français, nous ne sommes pas la population française. Nous sommes des Français, nous ne sommes pas simplement des citoyens de la République. Et puis nous sommes des nationaux, c'est-à-dire que nous considérons que la France a existé avant la République et que la République, si elle existe aujourd'hui, n'est qu'un des éléments constitutifs de l'héritage national français. Et à chaque fois que vous allez entendre les représentants de la classe politique parler de citoyenneté, de laïcité et de valeurs de la République, ils parlent de la République et de la citoyenneté pour ne pas parler de la France et pour ne pas parler des Français. Et si on ne parle pas des Français, cela évite de traiter la question de l'identité, de notre histoire, de nos racines, de notre passé, de nos valeurs. Et puis aussi, lié à tout cela, à la question de l'identité, la question de l'unité nationale, et donc la question du défi de l'immigration-colonisation. Nous ne sommes plus dans une phase, et j'en termine sur ce premier point, nous ne sommes plus sur une phase de gestion ou d'un processus d'immigration économique. Tout ceci est dépassé, mesdames et messieurs. Nous sommes rentrés dans une phase de colonisation étrangère, d'immigration-colonisation. C'est ça dont il s'agit. Et puis ce qui est frappant de constater, c'est que tous ceux des partis politiques qui étaient contre les colonies françaises, contre l'empire colonial français, sont favorables à la France colonisée. C'est tout de même un paradoxe très intéressant, n'est-ce pas? Donc et par ailleurs, sans aller plus loin, le défi énergétique, le défi culturel, etc., etc. Donc, moi, je suis convaincu que la réponse doit être nationale et européenne. Et que les défis dont nous venons de parler sont des défis qui se posent à nos camarades nationaux et nationalistes et patriotes italiens, allemands, suédois, espagnols, polonais, hongrois. Et que si l'ensemble des peuples d'Europe, forts de leur identité, de leur histoire, de leur passé, de leur spécificité, de leur héritage national, si l'ensemble des peuples d'Europe qui partagent un héritage de civilisation européen et chrétien, pour faire synthétique, eh bien si l'ensemble de ces peuples d'Europe, de ces nations d'Europe s'organisent différemment et s'organisent autour d'une politique de redressement national, de reconquête nationale et de défense de nos valeurs communes de civilisation européenne, eh bien moi personnellement je considère que tout est encore possible, que nous sommes encore suffisamment nombreux, nous, peuple de France, sur la terre de France, et nous, peuple d'Europe, dans chacune des nations d'Europe, nous sommes encore suffisamment nombreux sur chacun de nos territoires nationaux pour réorienter notre avenir, pour reprendre en main notre avenir et pour reprendre le contrôle de l'avenir national. C'est cela le nationalisme moderne. Le nationalisme moderne, ça ne consiste pas à vouloir imposer au reste du monde une vision totalitaire ou impériale de quoi que ce soit. Le nationalisme moderne, c'est l'instrument de la sécurité, c'est l'instrument de la paix en Europe, c'est l'instrument de l'identité et c'est l'instrument de l'unité nationale. Le discours national garantit l'unité nationale. Et l'unité nationale
est l'instrument de la paix civile et de la paix intérieure. Cet après-midi, vous aurez certainement l'occasion d'entendre un certain nombre de discours, entre autres relativement à la question du défi de l'islam. Je n'ai pas abordé cela parce qu'on ne va pas parler de tout, mais parmi le défi de civilisation, il y a le défi de l'islamisation. Si nous acceptons un processus d'islamisation de la France, nous mettrons à mort le principe d'unité nationale. Et s'il n'y a plus d'unité nationale, cela conduit à la guerre civile. Malheureusement, c'est l'héritage de l'histoire. Alors on peut rêver le monde, on peut espérer construire intellectuellement des sociétés à partir des bons sentiments, à partir de je ne sais quelle idéologie, mais tout cela se fracasse devant les réalités. Voilà pourquoi, et pour conclure sur cette première partie et à la réponse de Robert Spiller, moi je crois qu'il faut plus que jamais réaffirmer le principe national, car ce principe national est un principe de paix, un principe d'unité, un principe d'identité et un principe de prospérité. Merci Karl. Gabriele, c'est moi? C'est toi, oui. Que réponds-tu à cette question? Que faire? Ah ben, bien compliqué, enfin pas bien compliqué, bien structuré je pense, plutôt que compliqué. Parce que, en fait, disons qu'un autre monde est possible. Oui, il sera pire. Tout ce qui se présente, par exemple, vis-à-vis de l'hégémonie américaine, l'alternative présumée qui viendrait de l'Est pose comme centre de la planète les valeurs de l'ONU et la présence démocratique de puissance de l'ONU. Et je sais qu'on passe notre temps toujours en attendant que l'apocalypse se présente et qu'on arrive au point où les gens en auront marre, on n'en pourra plus et que la démocratie nous aidera par le peuple réveillé à changer la donne. L'histoire dit qu'il y a eu seulement une fois où la force démocratique a permis, a aidé une révolution, mais c'était aussi parce qu'il y a eu une belle bataille à l'intérieur de l'état-major allemand, et ça c'est en 1932. Par le reste, le peuple ne répond que quand les choses se sont faites. Pensez à De Gaulle. Avant, il avait quoi, 2-3%. Il était majoritaire après le putsch. Pensez à la marche sur Rome, qui a donné la majorité absolue au parti fasciste. Pensez à tout ce qui se passe partout. Il n'y a jamais eu une révolution qui vient par le peuple. Le peuple peut simplement être lié à des avant-gardes qui le mènent quelque part et qui peuvent être des avant-gardes populaires. Maintenant, pour être des avant-gardes populaires, il faut les deux. Il faut être des avant-gardes, il faut être populaire. Alors, le problème, c'est que nous avons, ce qui me choque un peu, c'est que de 1917 même, 1918, jusqu'à 1980 et quelques, il y a eu un millier qui avait des avant-gardes et qui étaient à l'avance par rapport à tout le reste de la pensée du monde, qui avaient tout compris. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait 30 ans que cette avant-garde et l'arrière-garde de l'arrière-garde ne fait que mâcher tout ce qui avait été dit avant. Ils pensent d'avoir tout compris, alors que malheureusement, je vois que nous sommes le mouvance qui est moins dans l'actualité. Et surtout, non, il ne se pose jamais les problèmes réels. Il s'attend toujours à un salut qui vienne soit d'une armée étrangère, soit d'un réveil du peuple. Bon, donc je pense, je me pique, je rêve. Une avant-garde, c'est quelque chose qui peut intervenir pour changer, pas tellement le cours de l'histoire, mais les signes de l'histoire. C'est ce qui s'est passé, par exemple, au début du 19e siècle. Je veux dire, Napoléon a changé le signe de l'histoire. Et ceux qui voulaient changer l'histoire, ceux qui raisonnaient exactement comme raisonnent aujourd'hui la plupart des nationalistes dans toute l'Europe, sauf l'Aube dorée, ont fait comme les légitimistes. Ils ont simplement essayé de faire, arracher un ancien régime qui n'existait plus. Ils ont anobli
le baron Rothschild, et ils ont été un vecteur de la dynastie de banquiers. Alors, si on n'est pas en mesure de changer les signes de l'histoire, mais en allant dans le sens de l'histoire, et si on n'est pas dans le réel, bon, après, on peut toujours rêver de quelque chose. J'entends rêver de choc de civilisation, qui du reste a été quand même bien étudié et établi par le Pentagone. Donc celui-là aura lieu, mais pas ce que nous pensons. J'ai entendu parler de réveil du peuple, j'ai entendu penser de les gens en ont marre, donc on fera quelque chose. J'ai entendu parler de guerre raciale, j'ai entendu parler de tout. Mais chaque jour qui passe, les choses vont pire et personne ne fait rien. Parce que le problème, tu disais avant, que faire, disait Lénine, mais il ne se posait pas une question. Il donnait une réponse. Parce que Lénine était quelqu'un, bon, je considère quand même qu'il y a, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de la répartition et indo-européenne, et je pense que Lénine, tout à fait dans un autre couleur, tel que voilà, c'était des guerriers. Le guerrier se pose la question de que faire pour gagner, pour conquérir. Il est conquérant. Donc Lénine a donné une méthode de conquête, évidemment sur une idéologie et sur une vision du monde qui ne m'appartiennent pas. Mais c'était une idée de conquête, ce n'est pas une idée de savoir d'où venait le salut et quel serait le moment où la mesure était comble. Parce que chaque fois que la mesure est comble, il arrive quelqu'un, peut-être, mais c'est quelqu'un, normalement, c'est pire de ce qu'il y avait avant. Alors nous sommes en face d'une situation particulière dans laquelle nous subissons, nous vivons, ou subissons, ça dépend, une révolution démographique. On est passé au domaine satellitaire, ce qu'un écrivain italien, qui n'est pas de la mouvance évidemment, appelait nomos de l'ère. Nous vivons dans une époque de concentration financière et médiatique. Nous sommes, heureusement, je dis ça, dans une ère de post-démocratie. Donc la démocratie démontre carrément qu'elle ne vaut plus rien. C'est pas nouveau, parce que si vous pensez à 1871, après la chute de Napoléon III, la plupart des élus étaient monarchistes, mais ils ont voté pour la République. Donc que le fait que la démocratie ne correspond pas à ce qu'elle raconte, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, on s'amuse. On s'amuse, le valet de Soros, Tsipras, et aller faire semblant de ne pas vouloir accepter les accords avec l'Union européenne, a demandé au peuple grec, vous voulez qu'on refuse cet accord? Le peuple grec a dit oui. Bon, c'est normal, je voudrais bien voir qui ne dirait pas oui, le fait de payer un peu moins. Et alors, il a présenté des accords encore pires. Donc, ce qu'on démontre, c'est que la démocratie n'existe plus. Et je dis que c'est peut-être bien. Et on a un moment dans lequel on a dépassé les souverainetés étatiques, sauf pour les États très petits ou les États en grande dimension continentale. Alors, si on considère ça et on travaille sur ça pour changer les signes de l'histoire et pas pour essayer de bloquer l'histoire, on peut faire beaucoup de choses. Parce qu'autrement, je vais dire, même au début des années 80, cette mouvance qui était à l'avance dans l'histoire faisait des propositions mythiques, parfois utopiques, mais des propositions. Aujourd'hui, j'entends toujours parler du non. Non à l'Europe, non à l'Union européenne, non à l'euro, non aux Américains, non à l'Occident, non, 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 comme les enfants capricieux. On n'entend jamais parler de oui, parce qu'on n'est pas capable de former une alternative. Parce que ce sont les racines de l'arbre qui donnent le fruit, qui permet à l'arbre de donner le fruit. Alors, si on ne se racine pas où nous sommes, on n'ira nulle part. Donc, je pense, alors, j'ai inventé il y a quelques mois une formule, la formule de l'évo-léninisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une formule de provocation, mais jusqu'à un certain point. Je crois qu'il n'y a pas d'histoire sans le mythe, et que le mythe qui se lie à un archétype et qui est quelque chose qui est immuable, donc le mythe qui nous mène, c'est le mythe de l'Europe. Déjà entendre, bon, je sais pas que c'est bien que ce n'est pas cette Europe-là, mais ce n'est pas cette France-là, ce n'est pas cette Italie-là.
Si je dois choisir un pays, peut-être, encore, et encore, c'est le Japon. Et encore, j'en vois pas d'autres aujourd'hui qui soient gérés d'une façon correcte. Alors, j'entends même discuter les mythes. Si on discute les mythes, on n'est plus rien. Alors, on est soit réel, soit utopique. Alors, il faut le mythe qui n'est pas seulement l'Europe, parce que l'Europe, c'est un mythe que vous savez très bien, c'est un mythe esthétique, un mythe de racines, un mythe de culture, un mythe d'histoire, un mythe de son et un mythe de puissance. Et à ça, il faut ajouter une méthode, il faut ajouter quelque chose qui permet d'aller dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire qui parle d'un passage en post-démocratie, d'un passage où de minorités capables d'organiser les choses les organisent et qui font au même temps une concentration économique, ils font du lobbying, ils créent du social elles-mêmes, ils font aussi une révolution culturelle, dans le sens de la puissance, pas dans le sens de l'impuissance. Donc, je crois profondément dans la révolution européenne, sur laquelle je me suis engagé, je continue de m'engager, avec beaucoup de camarades de tous les pays du monde, de l'Europe. On est en train de créer, même à Bruxelles, un centre d'études qui s'appelle Europe, mais on fait plus que ça. Par exemple, en Italie, là, le 23, donc bientôt, on tiendra ceci. C'est-à-dire, on a commencé à créer une espèce de chambre de commerce. On a pris des contacts avec plusieurs gens qui sont dans des pays en développement et on va faire connaître les possibilités pour permettre aux entreprises italiennes, mais pourquoi pas françaises, pourquoi pas grecques, de travailler là où on peut travailler. Donc, ce qu'on va faire, ce que les squadristes ont fait dans les années entre 19 et 21, où l'État manque, on va prendre la place de l'État. Donc on va créer de la souveraineté, on ne va pas pleurnicher parce qu'il n'y a pas de souveraineté, on va la créer. Donc je crois profondément que c'est le moment de faire une révolution culturelle qui est plus que ceci, et dans lequel c'est hic et nunc maintenant, et ce n'est pas en cherchant le vote. Bon, je n'ai rien contre, ce sont des dynamiques sociales, je ne suis pas contre les partis, simplement il faut voir en quelle manière on peut les investir pour les utiliser, les instrumentaliser, alors que je vais instrumentaliser pour commencer moi-même, parce que dans l'objectivité il faut instrumentaliser. Donc, alors je crois que c'est la façon dans laquelle on peut vraiment marcher. Je suis engagé, le centre d'études d'Europe, ça va commencer, et même la question des contacts d'entreprise pour aller jusqu'à l'organisation de catégories, et peut-être, pourquoi pas, une logique corporatiste, va commencer aussi. Vous avez, dans le stand de Roland, vous trouverez ceci, qui explique deux tracts comme ça qui vont expliquer ce que nous allons faire. Donc, si vous voulez le prendre, vous le prendrez. Et vous pouvez rester si les gens qui sont intéressés pourront me contacter. Ça sera pas alternatif à quoi que ce soit. Ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un parti politique, et c'est synergique avec tout. Parce que je crois que la révolution, ça ne se fait pas avec un « ou », ça ne se fait pas avec un non, ça ne se fait pas avec un moins, ça se fait toujours avec un plus et ça commence dans l'immédiat. Un autre monde est possible, oui, il sera pire si nous ne le changeons pas. Mais on ne change pas le monde en attendant que le monde change, on change le monde en travaillant sur l'espace, sur le cosmos, par la révolution interne, par soi-même. Donc, si chacun de nous se regarde au miroir et commence à dire « toi, c'est mon premier ennemi et je dois te dominer pour que tu deviennes ce qu'il faut que tu deviennes », si on ne commence pas par là, bon, alors ce monde-là, c'est le monde que nous méritons.